Bonjour les quatrièmes, aujourd'hui première heure de cours de notre dernier chapitre de l'année, un chapitre de géographie qui fait partie d'un dernier thème, le thème numéro 3, dont vous avez le titre au tableau. Je peux vous conseiller sur une nouvelle page dans votre cahier de géographie de noter ce titre, donc vous mettez en haut thème numéro 3, des espaces transformés par la mondialisation. Bon, finalement, ce thème, c'est pour faire un peu un bilan de tout ce qu'on a vu dans l'année en géographie, mais comment dire, adapté à un territoire particulier. Et le territoire que nous allons étudier, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc en dessous du titre du thème, vous allez pouvoir écrire chapitre 6, l'adaptation du territoire des États-Unis à la mondialisation. Écrivez-le et faites pause. Tout d'abord, quelques éléments d'introduction concernant les États-Unis d'Amérique, que vous écrirez constamment maintenant EUA et non USA, USA étant de l'anglais, et nous parlons français, donc on écrit EUA pour États-Unis d'Amérique. Vous avez donc une carte au tableau à l'écran. Bon, je ne vous fais pas offense en vous demandant sur quel continent se trouvent les États-Unis. On est évidemment en Amérique du Nord, vous pouvez simplement le rappeler sous forme de tiret comme moi. Les États-Unis, c'est pas écrit sur la carte, mais c'est une population de 326 millions d'habitants. D'accord, donc une population 5 fois, c'est 5 fois la population française. C'est normal, hein, la superficie est bien plus grande que le territoire français, mais voilà, environ 326 millions d'habitants. Sur 9,6 millions de kilomètres carrés, pour avoir un ordre de comparaison, la France c'est 550 000 kilomètres carrés. Là, on est à presque 10 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, ce sont deux façades océaniques. Ici, l'océan Pacifique. Ici, l'océan Atlantique. Donc, un territoire, on va le voir dans le chapitre, qui est très ouvert sur la mondialisation, puisqu'il a deux façades maritimes, deux façades océaniques. Un territoire qui dispose de très nombreuses ressources. Alors, du pétrole, du minerai, et aussi des ressources agricoles, qu'il ne faut jamais oublier. Et enfin, un pays riche et développé, puisque les États-Unis d'Amérique concentrent 20% des richesses mondiales. Donc c'est un des pays les plus riches économiquement. Il est à égalité actuellement avec la Chine, mais attention, hein, la Chine est beaucoup plus peuplée que ça. La Chine, c'est 1,2 milliard d'habitants. Les États-Unis, eux, 326 millions d'habitants, 20% des richesses mondiales sont produites aux États-Unis. Notez ces éléments-là en introduction et vous pouvez faire pause. Alors pourquoi on va étudier les États-Unis? C'est parce que c'est un territoire qui est très puissant. C'est même la première puissance du monde. Écrivez-le et faites pause. Vous voyez que puissance, je l'ai écrit en rouge, c'est parce qu'il faut le définir. Souvent, quand on demande aux élèves qu'est-ce que c'est la puissance d'un pays, ils parlent uniquement de l'économie ou uniquement de l'armée. Et en fait, la puissance, c'est un élément, on va dire, qui est protéiforme, qui a plusieurs formes, plusieurs éléments. Quand on parle de puissance, finalement, de manière globale, c'est comment un pays est capable d'influencer les autres. Comment un pays est capable de compter au niveau international. Notez la définition de puissance. Vous connaissez certaines des grandes puissances. Vous connaissez donc les États-Unis, vous connaissez la Chine, vous connaissez l'Union européenne, on peut parfois parler de la Russie comme d'une puissance. En fait, les puissances, ce sont les pays qui comptent, ceux qu'on écoute au niveau mondial, ceux qui jouent un rôle important. Et pour comprendre si un pays est puissant, il faut regarder donc beaucoup de critères. Il faut regarder sa taille, donc la superficie, il faut regarder la population, le poids économique, le poids culturel, le poids militaire et le poids politique. Notez-le ça et on en discute juste après. Pour qu'un pays soit puissant, il faut quand même qu'il ait plusieurs éléments qui comptent au niveau mondial. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de... je ne sais pas quel état on pourrait prendre. On va prendre la Slovénie, petit état européen. La Slovénie, petite superficie, petite population, économie qui n'est pas extrêmement développée, il n'y a pas de grande marque slovène. La culture slovène, vous ne la connaissez pas. L'armée slovène, personne n'en a jamais entendu parler. Et le président slovène, vous ne le connaissez pas. La Slovénie n'est pas une puissance.
La Slovénie, c'est un État, mais il n'est pas puissant. Prenez à l'inverse la Chine. Vous localisez tous la Chine sur une carte. Je vous ai dit que la population était de 1,2 milliard d'habitants. Vous savez très bien que la plupart des produits qu'on consomme, enfin une grande partie, sont produits en Chine. Vous avez déjà vu les éléments culturels chinois, vous connaissez des grands monuments, vous connaissez Pékin, vous connaissez la place Tiananmen peut-être. Vous avez déjà tous vu des défilés militaires de l'armée chinoise, et vous savez que cette armée est puissante. On entend très fréquemment parler du président chinois Xi Jinping, et dans tous les cas, vous savez que la Chine a une puissance importante. Parce qu'elle est puissante parce qu'elle recoupe en fait tous ces éléments-là. Mais les États-Unis, c'est pareil. On va les étudier, on va voir comment ce territoire s'adapte à la mondialisation. Comment la puissance américaine s'adapte à la mondialisation. Écrivez-le et faites pause. Alors, ce cours étant le dernier de l'année, ce chapitre étant le dernier, j'avais prévu de le faire de manière un peu différente de d'habitude, uniquement avec un travail de groupe, uniquement à partir d'une activité et d'un croquis de synthèse sur les États-Unis. Alors ça va nécessiter un peu d'adaptation de votre part, mais on va quand même essayer de le faire de cette manière-là. L'activité dont le titre apparaît ici, elle est en fichier joint sur Pronote. Si vous pouvez l'imprimer, c'est parfait. Et ça va grandement vous faciliter la tâche. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave. Par contre, vous allez devoir ouvrir le fichier avec cette activité. Je vous le remettrai à chaque fois dans le cahier de texte, parce qu'il faudra l'avoir sous les yeux. Je vous explique pourquoi, on va le voir ensemble tout de suite. Alors, sur cette fiche d'activité, je vous donne d'abord l'objectif du travail. Vous allez voir, on va étudier 12 documents. 12 documents qui vont nous permettre de compléter un tableau. Dans ce tableau, il y aura 4 informations pour chaque document. D'abord, il faudra me parler du document globalement, donner son titre. Jusque-là, rien de compliqué. Deuxième colonne, il faudra me donner sa localisation. Où est-ce que ça se situe par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'on est au centre, à l'est, à l'ouest, sur une côte, etc. Ensuite, élément un peu plus dur, il faudra me donner sa caractéristique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce territoire-là? Est-ce que c'est un territoire développé? Est-ce que c'est un territoire riche? Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il est mal relié à la mondialisation? Grosso modo, il faudra relever les informations qu'on a dans le document. Et puis, quatrième colonne, il y aura parfois une notion de cours. Ces notions de cours, je vais vous les donner. Vous savez, les mots qu'on définit, les mots en rouge, qui sont des mots géographiques. Et on essaiera de faire correspondre des notions de cours avec chacun des documents. Une fois qu'on aura analysé tous les documents, on aura une vision, si vous voulez, un peu globale des États-Unis. On verra quels sont les territoires qui sont bien reliés, quels sont les territoires qui sont moins reliés au reste du monde, quels sont ceux qui sont en difficulté, quels sont ceux qui vont bien. D'accord? Et donc, une fois qu'on aura terminé tout ça, on pourra faire notre croquis. Un croquis global des États-Unis, expliquant les différentes caractéristiques du territoire des États-Unis d'Amérique. Eh bien, allons-y, on peut commencer notre travail. Notre travail, il débute par de la lecture. Ça, les camarades qui l'ont imprimé le retrouvent sur leur feuille. Il va falloir que vous lisiez et que vous compreniez chacune des définitions et les caractéristiques en dessous. Vous allez commencer à lire, seul, prenez bien le temps, et ensuite je vais prendre le temps de les expliquer à l'oral. Faites pause, lisez ces notions et ces caractéristiques. Alors, si on reprend les définitions, il y a déjà beaucoup de définitions qu'on a vues. Métropolisation, quand il y a de plus en plus d'hommes et d'activités dans les grandes villes. Une ville-monde, une ville qui compte au niveau international, au niveau mondial. Interface, une zone de contact, une zone d'échange entre deux territoires. Elle peut être soit ouverte, soit fermée. La mégalopole, c'est quand il y a de très grandes villes qui sont reliées les unes aux autres. D'accord? Aux États-Unis, cette mégalopole, elle va de Boston à Washington. On verra la carte tout à l'heure. Deux notions, soft power et hard power. Soft power, c'est la capacité d'influencer grâce à l'économie, à la culture et à la technologie. Autrement dit, c'est l'influence douce qui n'est pas armée. Le soft power, ça s'oppose au hard power, influence militaire. L'ALENA, Alliance de libre-échange nord-américain, donc c'est les échanges qui sont facilités entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Littoralisation, on l'a déjà vu. La Sun Belt, c'est comme ça qu'on appelle les régions dynamiques aux États-Unis. La Rust Belt, ceinture de la rouille, les régions industrielles qui sont en difficulté.
Quartier des affaires, je ne vous le réexplique pas. Et espace en retrait, c'est les espaces non connectés. Je laisse de côté pour l'instant les caractéristiques. À mon avis, il n'y a pas de difficulté. Mais on va passer directement aux documents. Ces documents, il va falloir qu'on les intègre, si vous voulez, dans un tableau. Donc sur votre cahier, vous tracez un tableau comme ceci, vous prenez toute la largeur, 4 colonnes, documents, localisation, caractéristiques, notions. Pas besoin de tracer les traits horizontaux, d'accord, puisqu'on va commencer par compléter pour le document 1. Tracez ceci dans votre cahier et faites pause. Allez, on y va pour le document 1. Je vous laisse le lire, celui de gauche. Prenez le temps de le lire et ensuite on complétera le tableau ensemble. Faites pause. D'accord, vous avez lu le document sur New York. On va pouvoir commencer à compléter notre tableau. Le document s'appelle New York. On fait le premier ensemble, comme ça sera plus simple. Localisation, New York c'est sur la côte est américaine. Je vous remontrerai la carte. Qu'est-ce qu'on nous a montré de New York dans ce document? On nous a montré que New York avait une puissance économique et financière. On nous parle des grandes entreprises, on nous parle des banques, on nous parle de tout ce qui va bien à New York. Quatrième colonne, il faut réintégrer les notions que je vous ai montrées tout à l'heure. Je vous les remontre. Finalement, là-dedans, il faut trouver toutes les notions qui correspondent à New York. Est-ce que littoralisation, ça correspond à New York? Est-ce que Rust Belt, ça correspond à New York? Est-ce que quartier des affaires, ça correspond? Il faut que je les reprenne toutes et que je vois celles qui correspondent à New York. De la même manière, quelles sont les caractéristiques qu'on avait dans le document et qui correspondent à New York? Regardez-les, essayez d'en faire la liste et de la mettre dans le tableau. Finalement, moi j'en ai relevé quelques-unes. J'ai relevé quartier des affaires, on nous parle de la bourse de New York, soft power, c'est-à-dire la puissance douce, l'influence du reste du monde. New York est une ville-monde, une ville qui influence le reste de la planète. New York fait partie de la mégalopole américaine, c'est-à-dire de la zone entre Boston et Washington, dans laquelle sont reliées de très grandes villes américaines. Et New York est un exemple de métropolisation, puisque les activités se concentrent dans la ville de New York. Complétez le tableau comme moi, et donc on retient que New York, c'est un des points importants des États-Unis en lien avec la mondialisation. Notez-le et faites pause. Allez, on passe au document 2, le dessin de presse que vous avez ici, qui date de 2014. Vous le regardez et vous essayez de compléter le tableau dans une deuxième ligne. Allez-y, faites pause, complétez-le. Allez, on y va pour le tableau. Donc le document 2, il s'appelait Détroit. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faut qu'on localise Détroit. Je vous montre la carte. Alors évidemment, sur une carte comme ça, c'est un peu compliqué à trouver. Détroit, regardez-le, c'est ici. Détroit, dans l'état du Michigan, on est au nord-est des États-Unis. Donc ça donne ça, nord-est. On est dans une région qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et on est dans une zone qu'on appelle Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille. Écrivez-le et faites pause. Caractéristiques de Détroit, mais d'ailleurs si vous vous rappelez on en a parlé en début d'année en géographie. Détroit est une ville qui est en difficulté économique. Je l'inscris comme ça. Et maintenant, dernier élément, concernant les notions que je peux relever sur Détroit, il y en a deux. Détroit, donc c'est dans la Rust Belt, je le remets. Et Détroit est un espace en retrait dans la mondialisation, qui ne participe pas aux échanges mondiaux. Complétez-le et faites pause. Bon, j'ai bien conscience que faire ce cours à distance est très compliqué, notamment quand on n'a pas pu imprimer la fiche d'activité auparavant. Il n'empêche que on continuera de cette manière parce que j'ai pas d'autre moyen de le faire. La prochaine fois, on continuera avec les autres documents. Et à mon avis, lors de la prochaine heure, on aura le temps de faire 5 ou 6 documents, sans problème, pour commencer à avoir une vision un peu plus précise de comment le territoire américain est organisé. On a déjà 2 lieux, New York, très connecté, Détroit, beaucoup plus en retrait. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.